Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On est aujourd'hui au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, pour participer au Trail du Saint-Jacques, édition 2023. Ce trail du Saint-Jacques qui sera pour ma part mon tout premier trail by UTMB, c'est-à-dire qu'il appartient au circuit UTMB et permet d'obtenir, si on le termine, des Running Stones qui sont elles-mêmes essentielles pour être éligible au tirage au sort par lesquels on est obligé de passer pour participer à certaines épreuves de la fameuse course de quartier qui se tient chaque année fin août à Chamonix. Donc l'UTMB, la CCC ou l'OCC. Et étant donné que j'aimerais tenter d'y participer en 2024, préférentiellement sur le format UTMB ou CCC, me voici ici pour venir récupérer ces fameuses pierres de course. J'ai déjà l'indice UTMB nécessaire dans les différentes catégories, donc 100 miles ou 100K, et il ne me manque donc que celle-ci. 4 formats possibles sur ce trail du Saint-Jacques, en plus des 2 formats randonnés de 29 et 18 km. On a donc le 18 km, les Chibottes, qui permet d'obtenir une Running Stone, le Maratrail de 46 km, sur lequel j'ai d'ailleurs plusieurs amis de Tone to Trail, qui permet de rapporter 2 Running Stones, le Grand Trail du Saint-Jacques, 75 km, qui en rapporte 3, et l'Ultra Trail du Saint-Jacques, 126 km et 5250 D+ annoncés, qui en rapporte 4, et vous l'avez vu dans le titre, c'est sur cette course que je pars aujourd'hui. Alors même si ce trail du Saint-Jacques permet depuis l'an dernier et son intégration au circuit UTMB de se qualifier pour les courses que j'ai citées, il existe depuis 2012 et c'est un trail qui semble-t-il est magnifique sur les chemins, comme vous l'aurez compris, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le choix de venir courir ici n'est donc pas un choix par défaut, uniquement pour venir chercher des Running Stones, bien au contraire. Allez, là il est l'heure d'aller récupérer le dossard et puis je vous emmène avec moi. Avec des chaussures minimalistes pour le trail. Et voilà, toutes les formalités administratives et matérielles, c'est terminé. Je suis dossard 186 si vous voulez vous amuser à suivre ma course depuis chez vous. Je rigole, hein, le faites pas. Au moment où vous regarderez la vidéo, la course sera bien évidemment terminée. Départ ce soir à 23 h de Saugues. La navette part d'ici du Puy vers 21 h. Donc j'ai quelques heures pour aller préparer mes affaires et tenter de dormir un peu. J'essaierai, comme à mon habitude sur Ultra, de vous parler un peu des anecdotes historiques ou des curiosités rencontrées sur ce beau parcours. Il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on parle du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'un des plus grands sentiers de pèlerinage au monde, avec celui de Jérusalem et de Rome, enfin du Vatican. Donc voilà, j'essaierai d'être à la hauteur. Bon allez, je vais essayer de faire un petit dodo, je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse aujourd'hui avec quelques minutes au sujet des cycles climatiques.
Aujourd'hui, je poursuis donc la série entamée dans la dernière vidéo visant à répondre du mieux possible aux idées reçues en lien avec le climat, idées reçues que l'on retrouve très souvent dans le discours climato-sceptique ou plus largement dans la bouche des personnes mal informées à ce sujet et qui, souvent par facilité, répètent les fausses informations qu'elles ont pu entendre autour d'elles ou dans les médias par exemple. Je m'attaque cette fois-ci à une affirmation particulièrement tenace, une double affirmation même, celle selon laquelle les cycles climatiques et donc les variations de température globale à la surface de la Terre ont toujours existé et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, et celle indiquant que l'homme est une bien trop petite chose à l'échelle de la planète pour pouvoir influer sur son climat. En réalité, on peut répondre à ces arguments en quelques secondes. Il y a un consensus scientifique quant au fait qu'il y a actuellement un réchauffement climatique sans précédent et que celui-ci est d'origine anthropique. Cela ne fait scientifiquement aucun doute qu'il est 100% dû à l'activité humaine. On pourrait s'arrêter là car, comme j'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, pour nous qui ne maîtrisons pas le sujet, nous ne sommes pas climatologues, la seule chose à laquelle on peut se rattacher, se fier pour déceler le vrai du faux tout en limitant nos différents biais cognitifs, ce sont les études scientifiques réalisées par ces climatologues ou d'autres experts qui sont validés par des pairs et qui suivent les principes de la méthode scientifique. Mais pour ceux qui ne sont pas convaincus ou que ça intéresse, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin en apportant quelques éléments de preuve issus de ces études scientifiques ou bien de rapports du GIEC. Le GIEC, qui je le rappelle, effectue une synthèse de la littérature scientifique validée au sujet du climat. Concernant la véracité d'un réchauffement climatique actuel et sans précédent, tout d'abord, il faut bien comprendre que lorsque l'on utilise ce terme aujourd'hui, on parle d'un réchauffement très récent et très rapide à l'échelle de la planète. Environ 1 degré Celsius de prix sur les 150 dernières années. C'est vrai, la Terre a déjà connu des périodes de réchauffement et de refroidissement naturel, ce que les climato-sceptiques entendent par les cycles, mais sur des périodes beaucoup plus longues. Les variations de température naturelle ont des causes multiples, et parmi elles, pour citer les 3 plus importantes, on retrouve les fluctuations d'activité du Soleil, les volcans et leurs éruptions, ou encore l'ENSO, El Niño Southern Oscillation, qui est un phénomène climatique caractérisant l'interaction entre le courant océanique El Niño et l'oscillation australe de la pression dans l'atmosphère. Je n'irai pas plus loin à ce sujet car on rentrerait dans du technique que je ne maîtrise pas, mais l'important c'est de savoir qu'à eux seuls, ces phénomènes ne peuvent pas expliquer les changements climatiques que l'on vit depuis plusieurs dizaines d'années. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique, je vous mets en description des sources et surtout une vidéo du Réveilleur qui vulgarise très bien ce sujet. Comme je le disais, le réchauffement actuel est beaucoup plus rapide que les réchauffements passés. Si l'on regarde ce graphique issu du 6e rapport du GIEC et qui décrit l'évolution de la température au cours des 2000 dernières années, on observe très bien cette évolution rapide et sans précédent sur cette période. Si l'on élargit la durée d'observation jusqu'au million d'années maintenant, on s'aperçoit ici sur des données locales qu'effectivement le climat a varié de façon cyclique, très probablement en lien avec des variations des paramètres orbitaux de la Terre, qu'on appelle paramètres de Milankovitch, oscillant entre périodes glaciaires froides et périodes interglaciaires dites chaudes. Mais sur un tel graphique, on ne voit pas forcément en quoi le réchauffement actuel diffère des précédents, et c'est pourquoi vous pourrez facilement le retrouver utilisé à mauvais escient dans des discours climato-sceptiques. Ce qu'il peut être intéressant de faire en revanche, c'est d'y associer cette courbe reflétant les variations du CO2 atmosphérique. Et pas besoin de faire des calculs savants, le parallélisme de ces deux graphiques parle de lui-même. Il y a clairement une corrélation positive entre les concentrations de CO2 atmosphérique et la température. Dans la période interglaciaire que nous traversons, après avoir largement augmenté, le CO2 devrait se stabiliser autour de 275 ppm, comme cela a été le cas par le passé. Or, nous sommes aujourd'hui à plus de 400 ppm, donc à un niveau jamais atteint sur le dernier million d'années, tandis que nous subissons un réchauffement rapide et non contrôlé. Avec tout ça, on comprend donc bien que le réchauffement que l'on vit actuellement et que nous allons continuer à vivre diffère des précédents et qu'il n'y a donc pas lieu de se rassurer simplement parce que des réchauffements ont déjà existé dans un passé plus ou moins lointain. De plus, nier le danger du réchauffement actuel en se basant sur le fait que d'anciens réchauffements naturels ont existé a la même valeur qu'avancer que la pizza que l'on va manger ce soir dans un nouveau restaurant sera forcément bonne puisque toutes les pizzas qu'on a mangées dans d'autres restaurants par le passé étaient bonnes. Certains facteurs changent, comme par exemple ici le pizzaiolo, ou dans notre cas la présence de l'homme et les concentrations atmosphériques de CO2, et donc on ne peut pas tirer de conclusions hâtives simplement sur la base de similitudes. Pour ce qui est de la responsabilité de l'homme dans l'élévation des concentrations de CO2 atmosphérique et donc dans le réchauffement climatique actuel, elle est avérée, mais je la traiterai dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, pour des raisons de temps. Pour les plus informés et tatillons d'entre vous, je tiens à le préciser, je sais que j'emprunte quelques raccourcis et que j'omets de nombreux détails, mais je n'ai pas trop le choix dans ce format court de 5 minutes par vidéo que j'ai choisi de tenir. Je suis obligé d'aller à l'essentiel, mais je le rappelle, l'objectif premier, c'est de vous...
Donc désolé, j'ai été coupé par un chat, mais l'objectif premier, je le rappelle, c'est de rediriger vers des vulgarisateurs qui connaissent et traitent de ces sujets bien mieux que moi. Et donc ils ont été évidemment en description avec les sources que j'ai utilisées pour préparer cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite au puits pour prendre le départ de cet ultra trail du Saint-Jacques. Allez, ça y est, nous sommes à Saugues, sous un super temps comme vous pouvez le voir. Il y a eu des gros orages toute la soirée, là on a même eu un peu de grêle. Sachant qu'il avait déjà plu toute la semaine, les terrains vont être hyper gras. Il va falloir faire très attention. C'est censé s'améliorer dans la soirée et dans la nuit, mais bon là ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Enfin bon, c'est pas mal. Là à Saugues, pour l'instant on a un gymnase couvert pour se reposer, on a même un ravitaillement avant le départ, donc j'ai juste pris un petit café. Je sais d'avance que la vidéo va être longue, donc je pense que je vais essayer de pas trop filmer sur cette première partie de nuit. Mais avant le départ, je voulais quand même faire un petit point sur mon état de forme et comment j'aborde cette course. Je pense que j'ai fait une bonne prépa, pas exceptionnelle mais pas mauvaise du tout non plus, avec des trails de préparation, donc la Saint-Just Trail et le Nivolet-Rebars qui sont plutôt bien passés. Donc j'arrive assez serein dans l'idée de prendre du plaisir évidemment, mais aussi de faire le meilleur temps possible. Petit doute qui subsiste quand même, c'est que depuis la Lyon-Saint-Élion, je sais que j'ai tendance à avoir des chevilles fragiles, surtout lorsque les distances s'allongent et que les kilomètres s'accumulent. Donc voilà, après les kilomètres 70-80, je sais que je peux être pris de douleurs très gênantes, voire même presque insoutenables. J'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Pour pallier ça, j'ai troqué mes chaussures habituelles, donc les Altra Lone Peak, qui sont vraiment devenues mes chaussures phares pour les trails, contre des Altra Mont Blanc, qui en demandent peut-être un petit peu moins aux pieds, qui sont avec un léger amorti en plus. Donc peut-être que ça retardera les douleurs ou même que ça les empêchera d'arriver, ce que j'aimerais bien. Et puis c'est pas plus mal avec ce temps parce que c'est un grip Vibram. Donc j'aurai une meilleure accroche avec le terrain très boueux, très glissant qu'on risque d'avoir. Et tant qu'on y est, en attendant le départ, là, vu qu'on est à Saugues, je peux vous parler d'une petite anecdote en lien avec ce village. Dans ce village, il y a un musée qui s'appelle le Musée fantastique de la bête du Gévaudan. Et alors bon, des histoires de bêtes dans les villages en France, il y en a beaucoup, des légendes en lien avec des bêtes. Ici, cette légende, elle date du XVIIIe siècle, où en fait il y a eu plusieurs attaques de canidés, d'un ou plusieurs canidés, on ne sait pas. Une centaine environ, qui à chaque fois étaient mortelles, sur des habitants du Gévaudan, donc la province dans le coin ici, à l'époque ça s'appelait comme ça. Il y a eu des rumeurs, des croyances qui se sont installées. Bon, ça allait du loup-garou jusqu'au châtiment divin. Et l'imaginaire collectif a créé en fait ce monstre, cette fameuse bête du Gévaudan. Alors pour les prononciations, je vous le dis tout de suite, je suis pas du coin, donc si c'est pas Gévaudan, que c'est Gévaudan ou autre, je m'excuse direct, et ça sera pas la première fois que je ferai une erreur dans cette vidéo. Et voilà, donc c'est comme ça que cette bête du Gévaudan a vu le jour. Alors je crois qu'il y a une statue aussi dans le coin, à Saugues, mais bon, je sais pas si on passe devant, et puis de toute façon, de nuit, on verra certainement pas grand chose. Allez, bon, je retourne dans la salle, et puis départ maintenant dans environ 45 minutes. Vous mettez à l'envers de ce 126 km, l'histoire. La balle aussi. Ouais,
je pense qu'on va se revoir. Hein, Vous êtes pas du bruit pour le mettre. ouais, sur ce chantier. Du trail. Les filles, vous êtes là bas. Demain après-midi où ça va pour arriver. C'est ça. Mais après, ce sera peut-être moins gênant après, parce qu'on risque d'avoir des grosses chaleurs quand même, tu vois. Donc on sera peut-être pas fâché d'avoir un peu de feu. Allez, ça monte. Va se réduire avec le chemin des Chinoises. La cathédrale. Oui, mais c'est en deux fois, c'est un peu de la triche. Marche majestueuse. Celui qui a acheté à mon deuxième. 30 secondes. Il y a une lampe qui est restée par terre, je sais pas à qui elle était, mais ouais. Ça va t'inquiéter comme ça? Non, pas avec le bras levé tout le long, t'inquiète. L'église de Saugues, première d'une longue série, je pense. Allez, ça fait 1,8 km qu'on est parti de Saugues, donc à 23 h. Et là on approche d'un premier point d'intérêt. Bon, je suis pas sûr qu'on le voit de nuit, mais je crois que je la distingue. C'est Notre-Dame du Gévaudan. Donc le Gévaudan, comme j'ai dit, c'était la province ici à l'époque. Et il y a une histoire marrante, cette statue. Donc c'est une statue de la Vierge Marie. Elle a été érigée juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, le curé du coin, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait promis que si Saugues échappait à la destruction, à cause des convois allemands, etc., et ben, il érigerait une statue de la Vierge. Et c'est ce qui a été fait en 1947. Et donc c'est une statue en granit, qui surplombe le village de Saugues. On la distingue, mais vous la verrez pas. En me renseignant sur le parcours aussi, j'avais vu qu'en début de course par ici, on passait dans des lieux qui avaient des noms assez drôles. Là on doit être au niveau des salles vieilles, et un petit peu plus loin c'est les salles jeunes. Bon, salle avec 2 L, mais quand on l'écrit pas je trouve ça plutôt rigolo. Et dans notre malheur on a beaucoup de chance, puisque la pluie qui durait depuis au moins 4 heures avant le départ s'est arrêtée juste au moment de partir. Donc là on est en t-shirt, on est super bien comme ça, pourvu que ça dure. Je vais profiter qu'on soit de nuit pour vous occuper en vous parlant un petit peu de l'histoire de ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc comme j'ai dit, c'est un des plus grands pèlerinages chrétiens. L'objectif c'est de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville qui est située en Espagne, au nord-ouest de l'Espagne, en Galice, juste en dessous de la Corogne. Et donc pour ça il y a vraiment de très nombreuses voies, surtout dans nos temps modernes. Mais historiquement il y en avait 4 principales. Parce que oui, quand on parle de chemin de Compostelle, en fait c'est pas le chemin de Compostelle, ce sont plutôt les chemins de Compostelle. Et donc les 4 principales, ce sont, alors je vais écorcher les noms, hein, mais la Via Turonensis, par Tours depuis Paris, la Via Lemo Vonensis, je sais plus exactement, c'est par Limoges depuis Azlay ou Vézelay, je sais plus exactement, la Via Tolosona par Toulouse depuis Montpellier et Arles, et la Via Podiensis, probablement la plus connue, qui est celle sur laquelle on est, depuis le Puy-en-Velay, et qui est aussi en fait le GR65.
Et donc tous ces chemins qui se rejoignent à la frontière espagnole au niveau de Puerto la Reina. Et après c'est un chemin quasiment unique jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Mais donc je vous ai cité les principaux, mais il y a beaucoup d'autres chemins qui existent. Et chaque année il y a vraiment de très nombreux pèlerins qui les empruntent. Allez, 5,5 km, alors que nous venons de passer au-dessus de la Seuge, qui est une petite rivière, environ 35 km, qui prend sa source pas très loin dans le massif central, là aussi, à plus de 1400 mètres d'altitude. Je crois que c'est sur le massif des Margarites, si je dis pas de bêtises. Et donc cette rivière elle passe ensuite par ici et elle va se jeter dans l'Allier à Prades, l'Allier dont elle est un affluent. Prades qui est notre premier arrêt vers le kilomètre 14, premier ravito. Jusqu'ici c'était très roulant et on arrive dans la première montée un petit peu plus pentue. Beaucoup de bitume aussi jusqu'à maintenant. Merci. Merci. Voilà, une traversée de rivière et trempée. Voilà, ça a vite séché. Et donc là on a passé l'heure de course, donc ça y est, il est plus de minuit. Une petite anecdote par rapport à ça, hier vendredi c'était la journée mondiale du donut. J'ai vu ça en préparant la course. L'autre truc drôle, c'était également la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Voilà, ça m'a fait rigoler. Je voulais le partager avec vous. Et aujourd'hui, samedi 3, journée mondiale de la bicyclette. Mais bon, c'est bien à pied qu'on va faire les plus de 110 km qui restent. On arrive à la chapelle Notre-Dame d'Estour. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Je sais qu'avant ça s'orthographiait en 2 mots, d'Estour. C'est une chapelle du 12-13e siècle. Et ici la légende raconte que en fait la Vierge Marie est apparue à des enfants et elle leur a dit qu'elle souhaitait avoir des louanges et apporter ses bienfaits ici, et donc il fallait lui construire une chapelle. Donc une chapelle a été construite ainsi qu'une statue en l'honneur de la Vierge Marie. Allez, ça y est, je m'étais fait réflexion que c'était pas trop beau jusqu'à maintenant. Là, ça y est, ça commence en descente. Et au sein de cette chapelle des Tours là dont je viens de vous parler, pendant très longtemps, il y a eu à l'intérieur la Vierge en majesté, une petite statue en bois assez connue apparemment, moi je connaissais pas. Puis elle a été ensuite déplacée à l'église de Monistrol d'Allier, où on passera un petit peu plus tard, vers le kilomètre 50 je crois, si tout va bien. Hein. Ça glisse légèrement, oui.
Allez, après ce passage technique et boueux, on arrive à Prades, donc le du premier ravito. Je vais pas m'arrêter parce que j'ai ce qu'il faut. Et à Prades, il y a quelque chose qui s'appelle la roche Servière. Alors je pense qu'on va rien voir de nuit. Mais c'est une accumulation de roches, enfin anciennement du magma, de la lave, qui a refroidi très vite et qui a formé voilà, des formations géologiques. Et il y a également les orgues de Prades qui sont en fait des colonnes basaltiques. Alors orgue parce que ça ressemble à des tuyaux comme un orgue et qui sont en fait juste au-dessus de l'Allier. Donc l'Allier dont je vous parlais tout à l'heure, une rivière plus longue à environ 450 km qui prend sa source à peu près au même endroit que la Seuge dont je parlais tout à l'heure, mais qui se jette à Bec d'Allier près de Nevers dans la Loire. C'est un affluent de la Loire. Voilà, donc Prades, premier ravito, et on y reviendra tout à l'heure vers le 38e kilomètre. On va faire une boucle. Allez, 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 allez. Ah, on voit un petit peu, vous devez rien voir, mais c'est super joli. Ah, je pensais pas que c'était si imposant, si haut. Je sais pas si vous voyez ces énormes falaises basaltiques en fond là. C'est bon. Ah, j'espère que vous voyez, c'est trop stylé. Avec le pont là au-dessus de l'Allier. Ah là, on les voit super bien ces orgues basaltiques. C'est éclairé. Allez, maintenant on va attaquer une montée plus longue. Donc bon, comme vous l'avez vu, j'ai pris les bâtons et je pense que je vais les sortir ici. Bon, là on est dans la plus longue montée je crois de la course. Après Prades, direction col de la Pierre Taillée, vers le 22e kilomètre, prochain ravito. Et je me suis aperçu que les paramètres de ma GoPro étaient mal enregistrés, donc j'espère que ça se verra pas trop sur les roches jusqu'à maintenant. Ça fait 10 minutes que j'essaye de remettre ça en étant dans la montée. Là c'était un peu galère, mais je crois que maintenant c'est bon. Puis, de toute façon, vu qu'il fait nuit, je pense pas que ça aura de grande importance. On a déjà fait je pense la moitié de cette ascension. Ça grimpe bien mais ça va, je me sens en forme. J'ai sorti les bâtons là après avoir galéré avec la GoPro et ben, je bâtonne bien, donc je suis content. C'est très boueux par contre, très très boueux. Je suis très content d'avoir pris ces chaussures avec un grip Vibram. Je sens la diff. Et les bâtons aident beaucoup à pas glisser aussi. Allez, 2h47 de course. Et on va arriver sous peu au col de la Pierre Taillée, deuxième ravito. Donc là on est sur le plateau du Devet, je sais pas comment ça se prononce. C'est un plateau basaltique, hein. Donc basaltique fait de basalte. Je vais beaucoup répéter ces mots aujourd'hui, basaltique, volcanique, parce que on est sur un lieu anciennement très volcanique, enfin toujours, mais les volcans sont éteints maintenant. Et basalte en fait, c'est une roche qui est composée de magma. Ça refroidit très vite. Ce col de la Pierre Taillée, on va l'enchaîner après par le sommet de la Durande, un des points les plus hauts du massif du Devet. C'est pas le point culminant, on le verra vers le kilomètre 98-100. Ça sera le mont Devet. Et donc là c'est un ancien volcan, le sommet de la Durande, où on va là vers le kilomètre 24. Pour les amateurs de cyclisme, tiens, col de la Pierre Taillée, il était au programme du Tour de France 2017 et de plusieurs étapes, enfin plusieurs critériums du Dauphiné. Et ben j'ai été concentré sur le fait de me ravitailler. J'ai zappé de filmer le ravito, mais donc le ravito du col de la Pierre Taillée c'est fait. Comme je le disais, direction sommet de la Durande, puis on redescend sur Prades jusqu'au kilomètre 35. C'est un peu plus frais là en altitude. Je suis toujours en t-shirt, mais ouais, je serais content de redescendre après quand même.
Ouais, merci. Merci. Allez, sommet de la Durande, c'est fait. 25 km 05 et on redescend. Oula. Le problème avec cette gadoue, c'est qu'on a les pieds constamment trempés et que, à force, j'ai l'impression que ça va finir par provoquer des échauffements. J'ai pas l'habitude de changer de chaussettes en course, mais peut-être que à la base de vie, je le ferai, hein, parce que là, ça fait 3h30 que j'ai les pieds mouillés, quoi. Ouais, 2h45 du matin, c'est incroyable quand même de courir à cette heure-là en pleine nature. En pleine nature, là on est sur du bitume, mais avec la lune haut dans le ciel comme ça, faut vraiment le vivre pour comprendre. Je suis pas en train de partir dans mes délires, on n'est pas assez loin dans la course hein, pour que je commence à dire n'importe quoi, mais quand même c'est vraiment agréable de faire ça. Allez, 30 km. Bon, et pour en revenir à notre histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc c'est un pèlerinage chrétien, hein. L'objectif, comme j'ai dit, aller à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, mais bon, ils n'ont pas choisi cette ville au hasard, sans raison. En fait, à Saint-Jacques-de-Compostelle se trouve une cathédrale, dans cette cathédrale se trouve une crypte, et dans cette crypte se trouve un tombeau. Bonjour, merci. Ce tombeau, c'est celui d'un messager, d'un des 12 apôtres du Christ, en le nom de Saint Jacques le Majeur, fils de Zébédée, à ne pas confondre avec Jacques le Mineur, fils d'Alphée, qui est un autre apôtre. Et voilà pourquoi ils vont là-bas, c'est pour rendre hommage à Saint Jacques le Majeur. Et chaque année, il y a vraiment énormément de pèlerins, de Jacquais, qui y vont. Ouais, dans une purée de poids là, il y a pas mal d'éléments qui rappellent la Saint-Élion quand même, entre la boue, le brouillard, la nuit, le fait que ce soit très humide. On a passé une commune qui s'appelait Sainte-Marie-des-Chazes, et je sais qu'un peu plus loin, vers le kilomètre 35, il y aura une chapelle Sainte-Marie-des-Chazes, chapelle du 12-13e siècle. Si on la voit, j'essaierai de vous la filmer, hein, sinon je vous mettrai une image. Et là voilà, sur ma gauche, la chapelle Sainte-Marie-des-Chazes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Juste là. On arrive à Prades, mais on est dans une descente pleine de caillasses. Vous le savez, je déteste ça. J'atteins une vitesse proche de zéro dans ces descentes-là. Mais je fais primer la sécurité. Ah, regardez-moi ça. Et on est en dessous des orgues basaltiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'espère que vous pourrez voir. Là, on passe vraiment juste à côté. Regardez ça là, sur ma gauche. Merci. Allez, de retour à Prades, au-dessus de l'Allier. Allez, je repars de Prades. Pardon, je repars de Prades. Ça, c'était le petit rototo du coca. Donc, je repars de Prades, merci. Maintenant, direction Monistrol d'Allier, kilomètre 50 ou 51. Et ma prochaine attente maintenant, c'est que le jour se lève, parce que, comme je vous le dis à chaque fois, j'aime bien courir de nuit, mais pas trop non plus. J'ai hâte que ça se réchauffe à peine aussi. Allez, je viens tout juste de passer le 45e. On est au sommet de la Bosse, là, entre Prades et Monistrol.
Il y a 5-6 km de descente jusqu'à Monistrol. Je suis bien, enfin à part les douleurs normales de course, j'ai quelques nausées, mais bon, donc du coup je mange pas trop. Mais ça va, ça je gère à peu près. Par contre, ça m'inquiète beaucoup, je commence à sentir une petite pointe dans la cheville. Au 45e, c'est très tôt quoi. Si ça me fait les mêmes douleurs que la Lyon-Saint-Aignan, je sais que je suis pas capable d'encaisser 80 km comme ça quoi. Ça me ferait vraiment trop chier de devoir m'arrêter à cause de ça. En plus ça remettrait en question enfin toute la suite de la saison quoi. Parce que ça veut dire que je peux pas courir d'ultra. Il faut que je règle ce problème mais je sais pas comment faire. Enfin bon, on verra, on n'en est pas encore là. 48 km. Vous pouvez pas le voir mais le ciel commence à s'éclairer tout doucement. Ça va mettre du baume au cœur un peu. Ce lever de soleil à 2 jours du moins. Comme promis, j'aurais moins filmé que mon habitude sur cette partie de nuit. Mais bon là je vais dégainer un peu plus la GoPro sur cette deuxième partie de parcours si cette cheville me laisse tranquille pour vous faire profiter de ces magnifiques sentiers des chemins de Compostelle. Allez, on doit être à 2,5 km de Monistrol là. Bonjour, merci beaucoup. On est sur un balcon là avec Monistrol en dessous. C'est très joli. Avec le lever du jour. Je suis content d'arriver dans la partie sympa du trail. Et le pont de Monistrol au-dessus de l'Allier, la rivière à saumon. On ira pêcher un autre jour. Merci. Allez, je suis reparti de Monistrol. Monistrol où il y avait l'église Saint-Pierre. Et c'est dans cette église qu'a été déplacée la Vierge en Majesté dont je vous parlais tout à l'heure, qui était avant dans la chapelle des Tours. Et voilà, rien de plus à dire. Allez, ça y est, c'est encore sombre à la caméra, mais je crois que je peux officiellement dire qu'il fait jour. Bonjour, merci beaucoup, bon courage. Allez, regardez-moi ça, on est en bord d'Allier là. Stylé ici. J'attends 2 secondes pour savoir. Bon, je sais pas si vous l'avez vu en vidéo ou pas. Ça c'est beau là. Je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, je me suis boité en m'extasiant devant l'Allier. J'ai glissé dans une grosse mare de boue. Je me suis déconcentré avec le fait d'être bien et tout, pas fait attention et voilà. Et je me suis ouvert la jambe. Donc là c'est plein de boue, ça va falloir que je nettoie ça quoi. Ça va pas être trop grave hein, et puis je peux courir, j'ai juste mis 2-3 minutes à m'en remettre. Je vais essayer de... Voilà, c'est beau. Je vais essayer de nettoyer ça au prochain ravito. Voilà à quoi ça ressemble. Et il y a des belles balafres. C'est con parce que je comptais pas m'arrêter au prochain ravito. Et là ça va être nécessaire. Puis on a emmené un bandage mais ouais, je vais peut-être le mettre. Et sinon ouais là depuis le ravito on se prend un sacré pétard. Là ça va. Un petit peu moins pentu mais ça allait quand même pas mal. Mais on était au milieu de la forêt tout à l'heure. Dans des murs très boueux, très glissants. Juste après m'être fait mal en plus.
Putain, je suis plein de boue après avoir chuté. Il doit y en avoir partout sur la GoPro. Je suis désolé, vous êtes tout seul. Ah, je peux même pas vous essuyer quoi. Voilà, vous êtes un petit peu plus propre. On arrive à la chapelle de Rochegude et à la tour de l'ancien château de Rochegude aussi. Alors, je crois qu'on va pas forcément les voir. Chapelle du XIIe siècle. En fait ici le château, c'était une place forte qui marquait la frontière entre le Velay et le Gévaudan. Il surplombe le Gévaudan et ça permettait en fait de voir si un ennemi du Gévaudan arrivait en territoire velan quoi. Bonjour, merci. La tour c'était vraiment une vigie. Et la chapelle, c'était la chapelle Saint-Jacques, enfin c'est la chapelle Saint-Jacques de Rochegude, donc là encore toujours en référence à notre ami Saint-Jacques le Majeur. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai perdu une dizaine de minutes, mais j'ai trouvé des secouristes qui avaient de quoi me nettoyer et tenir, enfin me mettre un bandage sur la jambe. C'est du rafistolage, mais ça suffira pour tenter d'aller au bout. Bon, c'est dommage, hein, j'étais bien et tout, ça fait un peu un coup d'arrêt. J'ai perdu au moins un quart d'heure avec tout ça, même plus, mais c'est pas grave. Le point positif, c'est que avec la douleur là de la jambe, je sens moins celle sur la cheville quoi. Allez, je suis à Saint-Privat, pas grand chose à dire ici, hormis qu'il y a un ravito. Merci. Et l'église de Saint-Privat. Merci. Et que c'est joli aussi. Allez, ravito de Saint-Privat. Allez, je repars de Saint-Privat. Au final, avec toute cette histoire, je me suis arrêté pour vraiment pire quand même. Et la base vie est maintenant dans 6 km et demi, mais il y a 650 D+ aussi qui nous séparent de cette base vie. 60,8, bientôt la mi-course niveau kilométrage, sachant que j'ai déjà dépassé la moitié niveau des plus normalement. Je crois qu'on est au niveau du canyon du Rouchou, donc enfin toujours les gorges de la Lyre, mais je crois que c'est un site de canyoning. Si vous savez pas quoi faire de vos vacances. Allez, j'ai passé le 63e kilomètre et les 3000 mètres de D+. Maintenant on décompte. Ça commence à être un peu dur quand même.
super dur ce passage là, entre le dernier ravito et la base vie. 600 des plus font vraiment mal. Puis je suis deg pour le temps quoi. C'est tout que du brouillard. Encore 0 point de vue. J'ai pas de chance ces derniers temps sur mes courses. Allez, on arrive au bout de ces côtes parce que c'était en 3 temps. Donc on arrive à la base vie, Saint-Jean-la-Chalme. J'aurai besoin de me poser un peu là parce que c'était vraiment très très dur. Et comme vous pouvez le voir, on a trouvé le soleil par contre. C'est cool. Allez, courage. Merci. Allez, je suis reparti de la base vie Saint-Jean-la-Chalme. J'ai dû m'arrêter un quart d'heure pour voir si ça m'a fait du bien. Pour le démarrage et le dur. Ah, je pensais pas être si entamé à ce moment-là de la course. C'est super joli. Bon, et pour revenir sur ce pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle, il a débuté au 9e siècle, après la redécouverte des reliques de Saint-Jacques. C'est devenu un grand pèlerinage au 11e siècle et il a été déclaré comme étant l'un des 3 grands pèlerinages chrétiens en 1492 par le pape Alexandre VI à la suite de la prise de Grenade. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi un itinéraire culturel qui d'ailleurs appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et chose étonnante, enfin moi en tout cas ça m'a étonné, il y a de plus en plus de pèlerins chaque année sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, alors que on pourrait se dire qu'avec les temps modernes, il y a de moins en moins de chrétiens pratiquants, du moins c'est ce que je me dis. Mais force est de constater que sur ces chemins, ça se vérifie pas. Ah, elle est hyper hard cette descente. J'avance plus là. Oh putain, 60 km, ça va être long comme ça. Là, je suis sérieusement en train de douter de ma capacité à finir là. Chier. Regardez-moi cette pente. Ah, le bitume me fait du bien à chaque fois. J'arrive à dérouler, à réaccélérer un peu. C'est triste pour un trailer de dire ça. J'ai un gros coup de pompe là. Je m'endors comme toujours. Pas beaucoup dormi cette nuit, très peu, je veux dire la nuit avant, et j'ai pas réussi à faire de sieste ou dormir dans le bus. Je sens que je manque d'énergie de ouf. Je viens de prendre un gel Morten avec 100 mg de caféine pour essayer de contrebalancer ça. Je me saoule à pas réussir à... La course, il y a la moitié qui se joue avant en fait. J'arrive pas à avoir une hygiène de vie convenable avant les courses. Niveau sommeil, je suis en déficit de sommeil là depuis 2 semaines au moins, avec des nuits à 5 heures. Ça se ressent là, c'est clairement ça. C'est pas normal que je sois dans cet état 73 bornes.
pas ligne d'arrivée. Si, bravo. Ça va bien, hein? Pardon? Maxime. Oui, c'est ça. Allez, je suis reparti d'Aléras. Il reste à peu près 1200-1300 des puces là. Il y a une montée qui me fait très peur. Je pense qu'elle est dans 7-8 km. Allez, il faut atteindre le mont Devet. Kilomètre 98-100. Et après, c'est que de la descente ou presque jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a 300 des plus sur les 29-28 derniers kilomètres. Ce sera pas une partie de plaisir pour autant, mais au moins ce sera plus rapide. Et puis aujourd'hui, c'est mon point fort, je le sens. À gauche à la croix. Ok, merci. Après, il y a du plat, c'est pas mal. Ça marche, merci. On doit être au niveau du ravin de Côte-Chabron, je pense que c'est ça. Et pas très loin du château d'Agrain. Je sais pas si on va passer devant. Château d'Agrain, je sais plus quelle époque, tiens. Ça doit être 12-13e aussi. Je pense pas qu'on aura la chance de... Putain, je sais plus parler. Je pense pas qu'on aura la chance de la voir. Mais elle a une porte... Bon, ça reste une porte, mais surtout surmontée d'une bretèche. Bon, c'était des trous qui servaient à jeter des choses solides comme des roches ou liquides comme de l'huile bouillante par exemple sur les assaillants. Et à côté de la porte se trouve aussi une bouche à feu. Enfin, c'est un autre nom pour canonnière. Donc voilà, pour tirer des coups de canon sur des assaillants qui venaient toquer à la porte. Depuis, on a inventé la sonnette, c'est pas plus mal. Ah, encore une traversée de rivière, on en aurait eu pas mal. Ah ben je crois qu'on y arrive au château d'Agrain. Cette tour là doit en faire partie. Ouais, il est un peu caché, on passe pas vraiment devant. Et je crois que je viens d'être doublé par les deux premiers du 75 qui avancent sacrément rapidement. Bon, on est en plein dans la grosse montée là, enfin là on a un replat qui fait du bien, mais on en a fait un tiers je dirais, très raide. Et là il y a une nouvelle variable qui s'ajoute maintenant, c'est la chaleur. Avec le soleil je rêve d'un seau glacé dans le cou là. Je crois qu'ils sont bien chauds, eux. Ils doivent pas tourner à l'eau et au coca. Dans le coup, dans le coup, dans le coup. Allez, putain. Vous tournez pas à l'eau, vous? Non. Allez, bon courage. Merci. Bah, toi aussi, hein. Merci. Putain, mon rêve a été exaucé. Ils avaient
un tuyau d'eau froide. On arrive au lac du Bouchet. Il y a un ravito pas loin. 1 kilomètre je dirais. Ce lac du Bouchet, c'est un énorme lac circulaire qui a été créé il y a 800 000 ans par une explosion volcanique. En fait, le magma n'a jamais atteint la surface, mais il a réussi à rejoindre les nappes phréatiques par le biais d'une fissure, ce qui a fait augmenter la température de l'eau énormément, quoi. Donc effet cocotte minute, augmentation de la pression. Comme dans une cocotte minute, l'eau il faut qu'elle sorte, et donc ça a créé une explosion avec des projections de roches et des nuées ardentes, ce qui a détruit pas mal les environs. Et donc ça a créé un cratère, ce cratère qui par la suite est devenu un lac. Merci. 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 Maxime, il s'assoit 2 secondes. Ah. Je suis complètement rincé. Reste 30 km. Alors, je pense que je le dis à chaque fois, mais chaque fois j'ai l'impression que c'est le trail le plus dur que j'ai fait. Mais encore une fois, c'est parce qu'on oublie. Et là, j'en peux plus. Il doit rester un peu plus de 500 D+. Ça va être très roulant à la fin, mais j'arrive quasiment plus à courir. Même quand ça monte de 1%, j'en peux plus. Ouah, il vient de m'arriver un truc. Ma copine et mon frère sont sur le 75, donc ils sont partis à 8 heures de Monistrol. Et donc, moi, étant donné que je suis super lent, il y a une probabilité très faible qu'ils puissent me rattraper, mais c'est quand même une possibilité. Il y a une fille qui m'a dépassé en m'encourageant, habillée exactement comme ma petite amie, même coiffure, casquette pareil, le sac de la même couleur. J'ai cru que c'était elle. Ah ouais, avec le paysage, c'est parfait. Je vous explique pas la jeune. Bon, elle a compris, hein, mais quand je lui ai expliqué. Mais je crois que je suis fatigué. Et on est dans les dernières dizaines de mètres de l'ascension du mont de Vesse. Je pense que je vais pas tarder à être en haut. Après ça, quasi que de la descente qui, je l'espère, sera pas trop caillassée pour que je puisse la courir, et pas trop pentue pour que je puisse la courir. Elle est plus pentue et plus longue que prévu, cette ascension. Oh là là. Je suis passé en mode grand-père, ça y est. Ah.
Ça y est, on y est enfin à ce mont Devet, à ce point culminant de la course. Ça s'est avéré beaucoup plus long et plus dur que prévu. Ils annonçaient de l'orage dans l'après-midi. Il doit être 14 h là. Et il y a un nuage qui s'amoncelle au-dessus de nous. Et on entend le tonnerre, donc je pense qu'on va pas y échapper. Je ne vais pas y échapper. Je me pose 3 secondes avant de descendre. Alors là, ça me fait plus rire du tout, quoi. Le D+ est censé être fini à part 200-300 D+ sur la fin. Et on se reprend des pétards là comme ça. Ça me fait pas rire du tout. Et je passe les 100 bornes à l'instant. Allez, 25. J'ai fait 4/5e. C'est très très dur, mais ça va aller au bout. Hein. Vous allez au bout, super. Vous allez boire quelque chose? Ouais. Il y avait une sorte de petit ravito surprise là. Mais en fait, on s'en fout des ravitaux. Ce que je veux, c'est arriver. Merci. Merci. On voit la tour du Mont Devet là-bas. Qu'est-ce qu'elle était horrible cette redescente dans la forêt. Merci. Allez, on arrive à Saint-Christophe-sur-Delaison. Je crois que c'est le dernier ravito. Il reste 15 bornes. Allez, je pars de Saint-Christophe-sur-Delaison. Je crois qu'ici il y avait un four banal, mais bon, on passe pas à côté. Un four qu'ils utilisaient à l'époque pour cuire leur pain. Tiens, ça je crois que c'est une Wegkreuz. C'est littéralement une croix de chemin. Alors, il y en a différentes sortes qui existent. Il y a des croix limites, des croix mémoriales et des croix de carrefour. Croix de carrefour pour indiquer le chemin, les croix mémoriales pour en hommage à quelque chose. Là je sais pas ce que c'était. Ça ressemblait pas à une croix de carrefour, même si c'est les plus fréquentes. Je suis rincé, j'arrive plus à rincer. 13 km/8 à la montre. C'est tellement rien, mais c'est tellement énorme. Habituellement 13 km/8 c'est 1 heure. Là je vais en mettre plus de 2 je pense. Allez, le pont de la Roche-sur-Delaison qui nous permet donc de passer au-dessus du Delaison qui est un autre cours d'eau du coin et qu'on retrouve notamment au Puy, enfin dans la ville du Puy. Hein. Allez, là il reste 10 km à la montre. Merci. Merci. Et ça monte là en face. Je pense que c'est la dernière côte avant celle de la cathédrale au Puy. On les voit là, les trailers qui sont en train de galérer dedans. Allez, on a dépassé le 117e kilomètre. Il en reste à peu près 8 là. On voit le Puy-en-Velay en fond. Bon, ça change rien au fait qu'il reste 8 km hein. Mais on approche quand même du but quoi.
sympa ce pont suspendu. On se croirait aux passerelles de Montana. Par contre ça tombe. Bon, et dans le coin devrait se trouver des chibottes. J'en ai pas vu pour l'instant, donc je vais vous mettre une photo. À ne pas confondre avec les cabornes que je vous avais montré dans la vidéo du trail des Cabornis. Bon, en fait c'était les paysans qui habitaient là-dedans, mais pas tout le temps, plus de manière saisonnière, quand ils s'occupaient des champs ou des vignes. Probablement que comme les cabornes, ils y entreposaient leurs outils. Et la particularité de ces chibottes, c'est que étant donné la géologie du terrain, et ben, elles étaient faites de matériaux volcaniques. J'aimerais bien vous en retrouver une. Ben voilà une chibotte. Juste après le dernier ravito que je viens de passer. Voilà, ça ressemble à ça. C'était pas grand, hein, ils vivaient pas dans le luxe. Franchement, la course aurait été plus longue. J'aurais abandonné au 125e. J'aurais été incapable de faire plus aujourd'hui. Je suis complètement cassé, détruit. Aucune énergie. Plus aucune. En voilà une autre. Vachement plus grande celle-ci. Encore une chibotte là-bas. Bon, finalement il y en avait plein. C'était juste plus tard que ce que je pensais. Ça y est, on arrive au puits. On aperçoit Notre-Dame de France. L'énorme statue qui surplombe le puits, qui a été érigée entre 1856 et 1860. Ils ont même fait un concours pour savoir quel modèle ils utiliseraient. Une énorme statue en fonte, c'est assez impressionnant. Elle est elle repose sur son rocher Corneille. Oula. On aperçoit aussi derrière la cathédrale de l'Annonciation. On va monter devant normalement. À l'intérieur, il y a une Vierge noire que les fidèles viennent voir. J'ai pas réussi à trouver quand elle avait été construite. J'ai vu que ça met 5e siècle et 12e siècle. Donc je crois qu'il y a eu 2 édifices ou une reconstruction, je sais pas. Et on aperçoit aussi l'empêche, je sais pas si vous la voyez, sur un piton volcanique, l'église et le rocher Saint-Michel des Guilhes. C'est une église romane du Xe siècle qui a été érigée en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Et là c'est très atypique comme ville, je trouve, le puits. Bon Maxime, merci. Merci. Bravo à toi aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau. On la voit bien, la Notre-Dame de France. Heureusement qu'on arrive parce que ça y est, ma cheville me fait comme à la Lyon-Saint-Élion. Ah. Merci beaucoup. Ça a été interminable. Allez, c'est tout droit, là, bravo! Bravo! Merci. Merci beaucoup. Merci. Et 500 mètres là. Là voilà, cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. Oh, on va prendre les escaliers. Merci. Et là, c'est fini.
vois où on est, je sens que je peux arriver. C'était trop bien par contre cette arrivée par ce passage. De monter à la pente puis les marches. Merci beaucoup. Oh, excusez-moi. J'étais à 100 mètres. Allez, 200. 300, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, allez. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Un verre, Merci une beaucoup. médaille, le ravitaillement et la bière, c'est là-bas. Vous êtes les nains? Oui, je suis tombé sur un caillou. Mais si vous voyez la tête du caillou, c'est lui qui a le plus souffert. Allez, ça y est, je vous reprends. Je suis de retour à Lyon. Je suis arrivé il y a plus de 48 heures maintenant. À ce trail du Saint-Jacques. Non, 48 heures tout pile. Petit débrief, je vais essayer d'être rapide. 19 heures de course, 18h58 exactement, 125 km et environ 5500 D+ à la montre. Niveau classement, 80e sur 560 à peu près au départ, 30e de ma catégorie. Voilà pour les stats. Très satisfait du classement. L'objectif top 100 est rempli, même si j'aurais bien aimé mettre une heure de moins, mais bon, j'ai fait avec les armes du jour. Le ressenti n'a pas été le meilleur que j'ai pu avoir sur une course, ça n'a pas été le pire non plus. Mais comme vous l'avez vu, il y a eu plusieurs temps, 50 premiers kilomètres où ça s'est bien passé, hormis des petites nausées, des mini douleurs, mais enfin, c'est classique sur une course. Puis après, la chute, la blessure, même si c'est pas très grave, c'est vraiment de la carrosserie, du superficiel. Et après, à partir de Saint-Jean-la-Chalme, on va dire, de la base vie, ça a été vraiment très compliqué, mais en grande partie parce que, comme je l'ai répété plein de fois pendant la vidéo, je manquais d'énergie. Ma semaine d'avant-course n'a pas été optimale du tout, et c'est ce qu'il faudra que j'améliore à l'avenir. La course en elle-même était très cool, la partie de nuit j'ai bien aimé, j'aime bien de manière générale courir de nuit. Après bon, on a toujours hâte que le jour se lève pour voir un petit peu les paysages. J'ai cru pendant un moment qu'on n'allait pas trop en avoir, et puis finalement avec les heures qui ont avancé dans la journée, le soleil s'est levé. Même si c'était un moment où ça commençait à devenir très compliqué, ça a été appréciable. Là je suis quand même bien cassé depuis 2 jours. Je suis pas certain qu'une course m'ait déjà fait aussi mal à part la Lyon-Saint-Aignan, mais la Lyon-Saint-Aignan, je m'étais blessé à la cheville. Là ça n'a pas été le cas. La cheville a relativement tenu. C'est peut-être un point positif de cette course, c'est que hormis les 2 derniers kilomètres où ça a commencé à me faire bien mal, ça a à peu près tenu. Une douleur continue de fond, mais pas trop importante. Donc si c'est ça à chaque trail, moi je signe direct. Et puis pour l'autre blessure, donc comme je disais, voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu mal, mais comme un gros coup en fait. Ça passera très bien, à n'en pas douter. Encore une fois, c'était très intéressant de préparer cette course, d'en apprendre plus sur tout ce qu'il y a autour des chemins de Compostelle, du Puy-en-Velay, et puis même un petit peu de la région au niveau voilà, de la géologie. Je ne savais pas spécialement que cette région était volcanique. J'espère vous avoir appris 2-3 trucs aussi. En tout cas, c'était vraiment un super moment de partage avec ma maman qui m'a suivi sur tous les ravitaux, qui a été une grande aide, donc je te remercie beaucoup. Et puis ma copine, mon frère, que je félicite pour leurs 75 km brillamment accomplis, et les copains de la team Ton2 Trail, qui eux aussi ont parfaitement réussi leur course. Je vous cache pas qu'une fois arrivé et l'euphorie de l'arrivée passée, ça a été un petit peu compliqué quand même, le temps d'attendre ma copine et mon frère qui arrivaient un petit peu plus tard. Encore une fois, merci maman.
J'ai trouvé qu'il y avait quelques petits problèmes d'orga, sans vouloir être critique, hein, mais c'est un événement UTMB, donc on s'attend à quelque chose d'un peu exceptionnel, on paye beaucoup plus cher. Alors je suis bien conscient que dans la ville du Puy, c'est très compliqué d'organiser les choses. Mais là, par exemple, les orages étaient prévus depuis une semaine au moins, et on avait quasiment rien pour s'abriter à l'extérieur, pour voir les coureurs arriver en même temps. La salle à l'intérieur était très petite pour le nombre de coureurs qu'il y avait. Et on n'avait pas vraiment d'endroit où se poser, hein. Il y avait beaucoup de coureurs, les sacs coureurs et les douches étaient loin, il fallait aller les prendre en navette. Donc quand tu viens de courir 19 h, c'est un petit peu compliqué. Alors je critique pas leur gars là-dessus, parce que j'imagine que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils n'avaient pas tellement d'autres choix. À part peut-être pour le fait de mettre des protections contre la pluie, ça, les orages étaient prévus depuis une semaine. Mais voilà, juste pour dire qu'après l'arrivée c'était compliqué et que j'ai rarement souffert autant après une course. Voilà, le temps d'attente était vraiment difficile. Pour conclure, même si la course s'est pas passée exactement comme je l'aurais voulu, j'aurais bien aimé craquer un petit peu plus tard et réussir à mettre un petit peu moins de temps. L'objectif principal il est atteint, hein, terminé, et puis réussir à choper ces Running Stones pour essayer de m'inscrire à l'UTMB ou la CCC. Donc c'est quasiment que du positif. Prochaine course fin juillet, la 6000D. Il y en aura peut-être une autre d'ici là, je verrai en fonction de comment je récupère, de quelle forme j'ai, parce que je veux pas non plus trop en imposer à mon corps, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, je vous remercie de continuer à me suivre, de regarder les vidéos. Ah, et si aussi je voulais dire, je suis très content d'avoir pris les bâtons et d'avoir pris des chaussures avec une meilleure accroche. J'ai vraiment senti la différence, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, dans les pentes boueuses, que ce soit en montée ou en descente. Moi qui suis pas du tout à l'aise en descente habituellement, là c'était très boueux, ça tenait vraiment bien au niveau des chaussures. Et dans les montées, ça glissait pas avec les bâtons, quoi. T'as quelque chose sur lequel t'appuyer, donc tu glisses pas, tu dépenses moins d'énergie. Et ça m'a vraiment aidé. Allez, sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!